Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 415 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est le récap du jour numéro 3 et du jour numéro 4 de la Free Agency 2025. On va parler de DeAndre Ayton et des Lakers qui se sont trouvés un pivot et qui pourraient en retrouver un bientôt. On va discuter de tout ça et de tout le reste de la Free Agency. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Free Agency 2025 de NBA, jour numéro 3 et jour numéro 4. Et oui, on n'a pas fait de podcast hier sur le jour numéro 3 parce que il ne s'est pas passé grand chose, mais aujourd'hui non plus, un jour numéro 4, mais on fait un peu le bilan de ces deux journées combinées. On va avoir 2-3 trucs à dire, je pense, petit tour d'horizon, sans prétention, un peu en mode free flow, mais un peu en revue d'actualité. Donc allons-y, et on peut commencer directement avec les Los Angeles Lakers. DeAndre Ayton signe chez les Lakers, enfin un move de la part des Lakers, enfin non, il y avait déjà eu Jake LaRavia, mais justement, c'est un peu lié, allons-y. DeAndre Ayton chez les Lakers, on s'était un peu attendu, on savait qu'il a été coupé par les Blazers, donc il était à 35 millions l'année, même si c'était un contrat finissant, les Blazers n'ont pas voulu le garder parce qu'il y a des rookies à faire jouer, le chinois, excusez-moi, j'ai pas son nom, hein, le pivot chinois qu'ils ont récupéré en 16e, je crois. Il y a aussi Klingan qu'ils ont drafté l'an passé, et puis des soucis de comportement. Donc même si c'était un contrat finissant, ce qui, en vue de la Free Agency 2026, aurait pu être un atout, je pense, de choix, mais ils ont fait ce choix parce qu'apparemment hors terrain ça se passait pas bien. Bref, on le coupe. Alors comment ça se passe quand tu es coupé ? Grosso modo, tu négocies un buyout, donc tu négocies qui prend combien, grosso modo. À quel point est-ce que tu es prêt à laisser de l'argent sur la table pour partir, hein, c'est une négociation. Donc, en l'occurrence, apparemment, il avait laissé à peu près 10 millions sur la table, voilà. Donc, il récupérait quand même 25 de ses 35 en termes de rachat de contrat. Et on apprend qu'il va grosso modo toucher à peu près la même chose au final, puisque il va toucher au global entre le cut des Blazers et son nouveau contrat aux Lakers. On nous a dit que ça allait être à peu près 34-35 millions, donc à peu près ce qu'il avait de base. Et déjà, ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui aurait pu, je pense, qui était candidat à une mid-level exception. Donc, on rappelle, avant d'aller sur le sportif, la mid-level, c'est quoi ? Toutes les équipes ont, grosso modo, même celles qui n'ont pas de cap, d'espace dans le salary cap, elles ont toujours des exceptions. Il y a la biannuelle exception qu'on peut utiliser tous les 2 ans, bravo, vous suivez, qui est de 5 millions. On va en parler aussi d'ailleurs. Il y a la mid-level exception qui est de 14 millions pour ceux qui ne payent pas la taxe, ou pour ceux qui payent la taxe et qui la payent un peu cher, elle est à peine de 5 millions. Bref. Donc c'est quelqu'un, Ayton, qui, on avait un peu commencé à dire, pourquoi pas Indiana. Indiana pour une full mid-level, c'est-à-dire il aurait pu aller à Indiana toucher plus de 14 millions par an. Ça aurait été pas mal. En l'occurrence, il a fait le choix plutôt sportif, on va dire, de je vais aux Lakers, et pour à peine 8 millions. Pourquoi ? Parce que la mid-level, donc cette enveloppe qu'on a donnée aux Lakers de 14 millions, en fait, elle avait déjà été utilisée en partie sur Jake LaRavia. Jake LaRavia, 6 millions sur 2 ans. Donc, il restait plus que 8 sur les 6. DeAndre Ayton, il a pris ça. Bon, il s'en sort pas mal, hein. C'est-à-dire qu'il a quand même c'est 25 qui restent des Blazers, mais bref, on s'en fiche. Pourquoi je détaille un peu tout ça ? C'est quand même pour dire que c'est un choix sportif de la part d'Ayton. Il aurait pu aller ailleurs. D'ailleurs, pourquoi pas Brooklyn aussi, pourquoi pas des équipes comme ça, d'autres équipes qui avaient la mid-level encore. Il aurait pu aller ailleurs. Il a fait le choix de prendre un peu moins pour aller aux Lakers. Donc, cette fameuse mid-level, Jake LaRavia 6 millions, plus Ayton 8 millions. D'ailleurs, il le fait sur 2 ans. Voilà, donc 2 ans de contrat pour Ayton, avec, je crois, une player option, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, player option pour l'an prochain. Et c'est intéressant parce que je pense que le plan, c'est quoi ? C'est de le relancer. Et ça va être le cas, hein, parce que sportivement, à mon avis, jouer à côté de Doncic, ça relance pas mal de monde. Donc le but, c'est de le relancer. Et donc en fait, là, pour cette année, il a un petit contrat, en plus de son enveloppe bonus de Portland, mais il a un petit contrat cette année. Et à mon sens, selon toute vraisemblance, si en effet il se relance, il va mériter sur le marché beaucoup plus que à peine 8 millions pour 26-27. Enfin, pour 27, on va parler comme ça. En l'occurrence, donc l'idée c'est quoi ? C'est que notamment nos amis des Lakers, ils veulent un peu de flexibilité et de cap space pour l'été prochain, 26, et aussi l'été d'après, 27. Donc je pense que là, le plan c'est, allez, on te donne 2 ans, mais avec une player option que ensuite lui va refuser l'été prochain pour re-signer un contrat beaucoup plus long, peut-être un peu plus onéreux ailleurs, etc. etc. D'ailleurs, peut-être même avec les Lakers. Hein. Mais grosso modo, je pense qu'en un sens, les Lakers ne s'engagent pas tant que ça financièrement. Et c'est vrai que pour le coup, je pense qu'il faut quand même en parler. Et je commence un peu par ça.
Le fait est que c'est pas un compromis financier qui est si grand que ça. Et c'est ce qui rend la signature assez intéressante à mon sens, parce que Ayton, que j'aime bien, que je défends, je trouve que parfois les avis peuvent être exagérés sur son cas, ce qui est un peu ironique parce qu'à l'époque c'était moi qui le descendais, enfin c'est un scandale qu'il soit premier pick de la draft, mais on va pas refaire la draft 2018, mais c'était un scandale. Mais non, je pense que ça rentre dans l'équation parce que le joueur est largement imparfait, pour faire un peu l'euphémisme de l'année. Donc en fait, avoir Ayton, échanger pour Ayton qui était à 35 millions l'année, moi, je pouvais argumenter que bon, si t'as 2-3 mauvais salaires, tu l'envoies, un mauvais salaire contre un autre, Ayton peut être utile, etc. Mais c'était quand même compliqué, quoi. Donc, le Ayton de avant d'être coupé, bof, quoi. Le Ayton payé 20 millions, sans même parler des 35, mais payé 20 millions, payé 25, bof. Par contre, un Ayton qui a 8 millions, pour les Lakers, là, je pense que beaucoup de fans sont un peu de cet avis. Ouais, c'est quand même beaucoup plus acceptable et beaucoup plus entendable d'un point de vue des fans. Oui, ça se tente, quoi. Le rapport qualité-prix est largement différent. Donc ça, c'est le premier point, faire le lien vers le sportif, puisqu'en effet, sportivement, c'est quand même un joueur qui, je trouve, fit extrêmement bien pour les Lakers. Comme on l'a dit, Lakers, il y a quand même plusieurs gros dossiers. Il y a la free agency à venir de Luka Doncic. Bon, ça on ne sait pas s'il va re-signer ou pas. Il peut le faire, il peut prolonger pendant l'année. Je crois à partir du mois d'août, il pourra signer une prolongation, mais c'est pas forcément obligé. Faut voir à quel point l'équipe est bonne pour arriver à le convaincre, ou est-ce qu'il va se dire non, finalement non, je suis pas intéressé. Je préfère aller signer à Denver ou aux Spurs ou à Miami d'ailleurs, qui se prépare pour ça. Bref, il y a ce besoin d'avoir la meilleure équipe possible, et donc un des dossiers importants, c'est le poste de pivot. Or, en l'occurrence, côté Lakers, il y a plusieurs options sur le marché. Il y a des options coûteuses. Claxton, il faut abandonner des salaires et des pics pour avoir Claxton. Il y a Copotel qui en plus vient d'être prolongé. Voilà, ce type de joueur de calibre un peu élevé, je trouve, enfin de bon calibre sportivement, je veux dire, mais assez coûteux. Ou alors, côté Lakers, on se tourne vers des mecs un peu moins bons, mais aussi beaucoup moins chers. Et donc c'est la route qui a été prise, puisque on va prendre Ayton. Jackson Hayes aussi vient de prolonger à l'instant, il y a quelques heures à peine, donc il revient à Jackson Hayes pour un contrat minimum. Bon, voilà, c'est pas mal. On va dire que pour compléter un peu la rotation, c'est bien, et c'est toujours mieux de l'avoir comme ça, en deuxième ou troisième big, plutôt qu'en titulaire comme l'an passé. Voilà, clairement, on est sur le choix du c'est pas cher. Mais, je dois dire que je suis assez enthousiasmé par ce retour de Ayton, qui a bien chuté, on est d'accord, mais qui a quand même produit 2 saisons NBA de très bon calibre. Et c'est là où il y a un peu tout le paradoxe par rapport à lui. En tout cas, moi, mon parcours aussi par rapport à lui. Moi, soyons clairs, pour moi, c'était un scandale absolu qu'il soit first pick en 2018. Je l'avais dit à l'époque. Enfin, pas que moi, on était beaucoup à le dire à l'époque. Le côté, oui, le potentiel go-to-guy. Non, ça n'a jamais existé. Mais jamais existé le potentiel go-to-guy. C'est juste que c'était un pivot qui était grand, qui avait un peu de post-up, mais c'était pas du post-up de go-to-guy. C'est-à-dire, c'était du post-up, t'as 2-3 moves au post-bas, t'as du hook shot, d'accord, mais il n'y a pas le passing. Il n'y a même pas un scoring qui est si intéressant que ça au post-bas. Donc en fait, c'est les 2 éléments les plus importants. Déjà un pivot comme Embiid qui a un scoring incroyable, il manque un peu le passing parfois, tu te dis mince, est-ce qu'on peut vraiment organiser une attaque autour de ça de très haut niveau de playoff? On se pose la question. Alors en plus, quand il n'y a pas le passing du tout et quand il n'y a pas le scoring non plus intéressant, bref. Donc en fait, l'idée de ce joueur-là, quand il se fait drafter, pour moi, est une erreur de casting monumentale pour le coup. Et c'est pas dans ce rôle-là qu'il a vraiment explosé. C'est-à-dire que quand on l'a vu aux Suns, on l'a vu surtout saison 2021 et 2022, les 2 principales à mon sens, c'est des saisons certes avec Chris Paul, mais c'est un peu lié. C'est-à-dire que oui, ok, il a été bon aussi parce qu'il y a Chris Paul, mais il a aussi été bon parce qu'il a pu être bon à côté de Chris Paul, dans le sens où il peut aussi également rentrer dans ce rôle de catch and finish, dans ce rôle de role player en fait, de finisseur, et je pense que pendant ces années-là, ça a été un des, si ce n'est le meilleur finisseur de NBA, assez clairement. Non pas qu'il ait une verticalité et une explosivité verticale et de niveau Wembanyama. Bon, Wembanyama n'était pas encore NBA, mais même de niveau Anthony Davis, qui, à mon avis, était, jusqu'à Wemby, était le meilleur de NBA. Il n'a pas forcément ce volume-là de alley-oop, pas comme Gafford non plus, pas comme des mecs comme ça, mais tout de même, il y a quand même pas mal de pop vertical, pas élite, mais tout de même, plus les centimètres, il est très grand et avec une envergure de bras assez immense. Et puis surtout, là où pour moi ça venait compléter le tableau, c'est que par exemple, contrairement à un mec comme Gafford, qui est monstrueux, explosivité, verticalité et tout ça, le truc c'est qu'avec Ayton, tu pouvais juste faire un pick and roll, lui balancer la balle, même pas en alley-oop, mais juste à 2-3 mètres du panier,
Et en fait, il pouvait finir l'action. Et c'est en ça que pour moi, c'était un des meilleurs rollmen, si ce n'est le meilleur rollman de NBA. Je crois que Hazard a sorti les stats et on a vu que c'était même le meilleur à l'époque. Mais bref, il y a un peu cette idée où, bon, bah ok, libérer un alley-oop, c'est génial, mais tu ne peux pas choisir que le alley-oop soit ouvert, si vous voulez. Oui, c'est très bien d'avoir un dunk et qui puisse finir comme ça, mais tu ne choisis pas qu'un dunk soit ouvert, sinon bah, tu le ferais sur chaque action et tu scores 300 points par match. Donc, il y a aussi des cas où bah, la défense est fermée, le panier est fermé, il y a un drop, il y a un edge, qu'importe, et donc le ballon, le ballon ne peut pas arriver directement sur un alley-oop au panier. Voilà. Et dans ces cas-là, là où Gafford ne peut rien faire, là où, je sais pas moi, Derek Lively ne peut rien faire, ou des mecs comme ça, ou Capella, qui sont juste des catch and finish, bah, tu leur donnes la balle dans la raquette plutôt que directement au panier, il peut rien faire. Ayton, lui, il peut faire. Donc, il y a ça, plus également, ça rentre aussi dans la stat du rollman, R-O-L-L, roll, du pick and roll, rollman, c'est aussi le pick and pop. Et il n'a pas le pick and pop à 3 points, ça c'est un peu dommage, mais bon, ça encore, on l'avait dit à la draft 2018, c'est que trajectoire de tir très plate, qui ne s'étendra pas, à mon avis, en termes de portée de tir jusqu'à 3 points, mais il y a quand même un petit pick and pop. Donc, ça peut être utile. D'ailleurs, on l'a vu en finale NBA, hein, Turner qui fait des petits pick and pop à 2 points durant les finales 2025. Voilà. Donc, grosso modo, je pense que c'est un excellent partenaire de pick and roll avec Doncic. Si ce n'est que il n'y a peut-être pas le passing en mouvement. Donc, imaginons une prise à 2 sur Doncic, il va donner à Ayton. Ayton n'a pas forcément cette capacité, vous savez, à lire sur short roll, à faire l'extra passe en sortie du pick and roll. Ok, ça, il n'est pas très bon là-dessus. Hein. Il n'a jamais eu le côté cérébral. Au passage, c'est pour ça qu'il n'aurait pas dû être first pick, mais bref, je me répète. Mais il n'y a pas non plus la pose d'écran de très haut niveau. C'est même plutôt sa grosse faiblesse, je trouve, c'est qu'il ne pose pas de bons écrans. Mais bon, cela dit, voilà, même sans ça, et malgré ça, on ne dit pas qu'il pose de bons écrans, mais malgré le fait de poser de mauvais écrans, il a quand même été un des meilleurs rollmen de NBA. Bon, à quel point peut-on aussi nuancer ce que je dis sur son côté finisseur par le fait que, bah oui, mais il y avait Chris Paul à côté. Oui, c'est vrai. Durant ces années à Phoenix, hein, pour citer Nico qui était venu sur le Basket Lab à l'époque de notre top 100 des années 2010, hein, je crois que la phrase qu'on avait ressortie de l'épisode de notre top 100, c'était Chris Paul, en fait, partout où il passe, l'équipe fait sa meilleure période de la décennie, quoi, grosso modo. Et voilà, c'est le théorème Chris Paul. Donc oui, en effet, on peut dire, oui, mais alors, ok, Ayton a été bon parce que Chris Paul. Et sauf que aux Lakers, bon, bah, t'as Luka Doncic. Donc, a priori, cette nuance n'est même pas trop applicable, puisque tu passes d'un passeur de génie à un autre, quoi, pour le coup. Donc là-dessus, je trouve que le fit est assez bon. Le côté spacing, je pense que, comme dit, hein, la portée de son tir n'ira pas, peut-être jamais, à 3 points, parce que la mécanique est faite de telle manière que c'est très cool à mi-distance, mais ça peut peut-être pas avoir une portée jusqu'à 3 points parce que la trajectoire n'est pas assez arquée, donc la poussée sur les jambes, c'est pas pareil, il faut un peu tout modifier, etc. Bref, on s'en fiche un peu des détails. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a un peu de spacing via le pick and pop. Peut-être pas à 3 points, peut-être pas du spacing un peu à la Turner, un peu à Brook Lopez, un peu ce 4 qui peut rester sur l'aile à 3 points, éloigner le protecteur de panier adverse, ça non. Mais on va dire que ne serait-ce que apporter ce type de partenaire sur pick and roll, c'est ce qu'il faut, et sans doute que, alors je sais plus quand est-ce que j'ai dit quoi, mais sans doute que j'ai dû râler sur les 2 ou 3 jours de free agency qu'on a décortiqué par rapport au fait que toutes les cibles qui étaient annoncées côté Lakers, c'était que des mecs qui étaient pas verticaux, pardon. C'était, ouais, on va faire venir Kessler, on va faire venir Brook Lopez, on va faire venir des mecs comme ça. Alors Ford aussi, bon, c'est sympa, hein, mais Luka Doncic, en fait, il y a rien ne l'optimise plus et mieux tactiquement qu'un mec qui a de la verticalité pour plonger au panier. Pour une simple et bonne raison, c'est juste qu'en fait, quand il va affronter un mec qui est en drop, quand il fait un pick and roll et que le défenseur en face reste en bas pour protéger le panier parce que on sait que Doncic il veut aller au panier, donc quand ça reste en drop, quel est le contre-move à un drop? C'est soit le poseur d'écran reste en haut pour le pick and pop, soit sinon encore mieux, il plonge au panier et donc il vient poser un dilemme au défenseur. Est-ce que je recule pour empêcher le alley-oop, ou est-ce que je reste sur Doncic mais qui peut passer au alley-oop? Donc clairement, ça c'est bien aussi. C'est bien parce que Jackson Hayes et DeAndre Ayton, si on a cette rotation-là l'an prochain, c'est bien par rapport à Doncic. Et au passage, on voit, je pense, on voit exactement le côté politique sportive et le choix concrètement des Lakers. On l'avait expliqué, qui devait un peu choisir entre est-ce en termes de politique sportive, on choisit de construire pour LeBron James ou pour Doncic. Là, c'est quand même plutôt 2 choix où, bon, opportunité de marché, d'accord, mais quand même 2 choix où on est plutôt côté Doncic. On va plutôt chercher des mecs verticaux pour Doncic. Là où Brook Lopez, ça aurait donné un spacing, Kessler, c'est pour la défense, etc. Mais je suis quand même assez content, pour résumer, qu'on donne de bons atouts tactiques, les bons atouts, pour que Doncic puisse un peu faire ce qu'il aime faire, c'est-à-dire le pick and roll. C'est quand même un peu la base de tout.
Donc, voilà pour Ayton offensivement. Après, la question, ça va être défensivement. Et là encore, c'est vrai que moi, c'est aussi pour ça que j'avais apprécié les saisons 2021 et 2022. Pour rappel, c'est un peu les 2 saisons où Phoenix va en finale NBA 2021 et 2022, c'est leur saison à plus de 60 victoires. On avait aussi sur ces 2 saisons un Ayton qui défensivement était quand même pas mal du tout. Et c'est peut-être ça qu'on a le plus perdu. Je sais que beaucoup de monde se concentre un peu sur le ouais, non mais il a eu son gros contrat, donc maintenant il est pépère, mentalement il est plus là, le post-up il veut être un créateur alors que c'est pas un créateur. Ça je suis d'accord, je suis le premier à le dire. C'est pas un créateur, il aurait jamais dû avoir plus de ballons. Mais il y a pas que ça, il y a aussi le défensivement. C'est un peu ça qui décide de tout. Et après, comment juger aussi son année ou ses années à Portland? Ça reste un peu compliqué dans le sens où est-ce qu'on doit évaluer le joueur, la performance de facto, ou est-ce qu'on peut pas aussi nuancer la performance en disant bon mais en fait le mec était à Phoenix dans une bonne équipe, il aurait pu aller à Indiana dans une bonne équipe, finalement les Suns se sont alignés sur le contrat et il se retrouve 1 an plus tard dans une équipe qui finalement joue rien quoi. Les Blazers de l'an passé ou de 24 et de 25 c'est quand même assez nul quoi. Donc à quel point doit-on dire c'est peut-être pas totalement son vrai niveau, le mauvais Ayton défensivement qu'on a vu depuis 2 ans, parce que le contexte n'est pas favorable. On peut le dire. Cela dit, ce mauvais Ayton défensivement, on peut aussi recouper avec justement une implication mentale, mais donc aussi défensive, qui a toujours été irrégulière. Pour rappel, j'en ai pas parlé en attaque, mais pour rappel, on parle beaucoup de son agressivité, de son manque d'agressivité. D'ailleurs, c'est un peu ce qui le sépare totalement de Embiid. Embiid est le meilleur quasiment historiquement, peut-être avec Dwight Howard qui est au-dessus de lui, mais Embiid est absolument extraordinaire pour provoquer des lancers francs. Alors, c'est nul à voir, on est d'accord, mais c'est pas du bon spectacle, tout ce que vous voulez, les arbitres sifflent alors qu'ils devraient pas siffler, il fait du flopping, d'accord, mais sauf que dans le résultat final, je veux dire, le mec obtient plein de lancers francs qui sont les tirs les plus rentables du basket, quoi. Donc, c'est aussi la différence principale, c'est que Ayton n'a jamais eu ça. Ayton, c'est une caricature absolue là-dessus. Encore un élément en plus du manque de passing, en plus de tout ce qu'on a dit, qui n'aurait pas dû être le premier choix de la draft, mais en plus de tous les éléments qu'on a déjà cités, donc il y avait celui-ci également qui nous faisait dire non, il faut pas qu'il soit le first pick, quoi. C'est pas ce joueur, c'est pas un go-to guy, c'est pas un scoreur de très haut niveau, parce que c'est une caricature en termes de je suis un athlète assez extraordinaire, mais je ne provoque pas de lancer franc, mais littéralement un taux qui est ridicule. Donc bref, pourquoi je parle de ça? Parce que ce manque d'agressivité incroyable offensivement, on le retrouve aussi parfois en défense. Donc en effet, ce n'est peut-être pas que le mauvais contexte, peut-être qu'on a aussi un mauvais Ayton tout court qui ne veut pas défendre, plus défendre. Cela dit, c'est bien parce que ça va un peu nous servir de test, de révélateur, on va dire. Moi qui l'aime bien justement depuis ces années-là, dans un certain rôle évidemment, mais qui argumentait que oui, c'est quand même bien de le revoir ailleurs, dans ce rôle-là, et ainsi de suite. C'est peut-être un excellent révélateur. Là, on va voir. Si là, dans une année avec les Lakers de Luka Doncic, le mec n'a pas l'envie, n'a pas l'implication, et défensivement, surtout, n'y va pas, quoi, là, c'est fini. On aura notre réponse, terminée, et puis voilà, on se posera plus la question, on sait qu'Ayton, il n'aura plus de carrière NBA, quoi. Donc là, au moins, il y a cette vertu-là, un peu cachée, mais au moins, on sait que c'est le test final. Les plus pessimistes se diront non, il va pas forcément s'améliorer. Les plus optimistes diront si, quand même, dans ce contexte-là, ça peut le faire. Cela dit, là encore, pour parler un peu de sa défense que j'aime bien, il faut tout de même avoir conscience qu'on n'est pas exactement sur un défenseur de drop absolument extraordinaire. Et en fait, moi, ce que j'ai toujours un peu réclamé avec lui, c'est que pour le coup, il a une défense de périmètre qui est assez incroyable, je trouve. Alors, incroyable. Plutôt une mobilité qui, pour sa taille, est assez incroyable. Et ce qui fait que je pense qu'il peut totalement jouer sur du drop, jouer des couvertures défensives un peu traditionnelles, mais ce n'est pas et ce ne sera jamais, là encore, une raison de plus qui fait que non, c'était pas un talent transcendantal qu'il fallait prendre en premier. C'est pas comme si on avait genre un semi-go-to-guy offensif, mais un monstre défensif de type Joel Embiid aussi, qui est un monstre défensif, par exemple. Non, Ayton n'a jamais été ça. Ayton n'a jamais été et ne sera jamais un protecteur de panier de chapeau 1. Donc tout ce qui est un peu le drop, par exemple, rester en retrait par rapport au niveau de l'écran, protéger le panier, non, il n'est pas hyper bon là-dessus. Il peut être pas mal, mais je veux dire, c'est pas chapeau 1. Et puis même le balayage un peu sur le plan horizontal, protection de panier depuis le côté faible, etc. C'est pas trop ça non plus. Il a pas les instincts, il a pas la réactivité, il a pas l'agressivité non plus. C'est un mec qui est même en NCAA, je veux dire, moi j'ai des images dans mes vidéos il est littéralement 5 fois plus gros que l'attaquant qui l'attaque, mais qui fonce sur lui, sauf qu'il se fait manger au contact. En fait, il va même pas au contact et donc il laisse un layup ouvert, quoi. Donc il y a ce genre de cas. Donc
là où moi je suis assez intrigué, on verra ça. Moi. Là, je discute un peu trop tactique pour de la free agency, mais je serais assez intrigué de voir à quel point et comment est-ce que Redick peut l'utiliser, parce que c'est au contraire quelqu'un qui ressemble à un pivot traditionnel, mais qui peut plutôt convenir sur des schémas un peu en switch. Edge ou switch. Donc edge, c'est des prises à deux au niveau de l'écran, donc ça requiert une certaine mobilité pour monter haut et puis ensuite revenir. Il faut surtout revenir. Mais même, je pense que sur le côté philosophique, où on a vu que Redick aimait bien faire du switch. Philosophique, pourquoi? Parce que à l'époque où il avait un podcast avec LeBron, il argumentait que bah oui, en fait, c'est ça le meilleur schéma, ça permet de... C'est ce qui amène l'adversaire vers des situations, des possessions pas rentables, etc. Donc, on sait que Redick aime bien ça, c'est intéressant. Voilà. D'ailleurs, exactement comme Jackson Hayes. Hein. Jackson Hayes, pour le coup, c'est pas du tout défensivement en intérieur. C'est plutôt un mec qui fait du switch all. À l'époque de Redick, mais même avant, hein, même à l'époque de Darvin Ham, il était utilisé en backup pivot qui faisait du switch all. Là où Davis, non. Mais Jackson Hayes a toujours fait du switch all en termes de couverture défensive. Donc là, je me dis, bon, peut-être qu'on a cette paire d'intérieur qui peut un peu switcher, même plus qu'un peu switcher, sans non plus être Draymond Green ou Bam Adebayo, voilà, ce genre de clé de voûte défensive. Tout ne repose pas sur eux, sur ce système en switch all, mais ils peuvent switcher. Donc, en ce sens, j'ai un peu envie d'argumenter que le fit est pas mal, avec un risque qui est quasiment de niveau 0 sur le dossier Ayton en lui-même. Si ça marche pas, bon, bah, au pire, il prend son option et puis on le paye 8 millions, on pourra le dumper quelque part. Donc, il y a que du bonus potentiel et il y a 0 risque. Mais il y a 0 risque dans le référentiel et dans le prisme du joueur. En revanche, à quel point n'est-ce pas un peu risqué? Dans le sens, tu essaies de construire une équipe, imaginons que ce soit un flop total, ça va peut-être pas rassurer Doncic. Si Ayton est un flop total et que ça marche pas, et qu'en plus il se frite avec LeBron, alors si LeBron reste, on va en parler peut-être, mais si LeBron reste et que ça marche pas, et que, enfin voilà, c'est peut-être un risque de partir sur un joueur de ce calibre-là, qui a des chances de faire un bust, hein, de pas marcher. Alors que peut-être que si tu étais allé chercher Claxton, ou Jakob Poeltl, ou un mec de ce calibre-là, ça t'aurait coûté plus cher, mais peut-être que tu étais un peu plus sûr du résultat, et donc peut-être que tu serais arrivé Free Agency 2026, ou tu aurais passé une saison 2026 avec Doncic en mode, bon ben regarde, on est pas mal, hein, le pivot est pas mal, la situation sportive elle est pas mal. Alors que là, sur le cas en lui-même, oui, ça peut être un bust, et il n'y a pas de risque, parce que tu peux le couper, tu peux le dumper, tout ce que tu veux, ça coûte pas cher, d'accord? Mais relativement au contexte global des Lakers, n'est-ce pas un risque de finalement que dans un an, au moment où Doncic pourra peut-être signer, tu seras en mode bon, on est quand même pas plus avancé sur le poste de pivot, quoi. Donc et puis on a passé une année un peu nulle. Si Ayton n'est pas bon du tout. Cela dit, même si les Lakers ont fait Ayton, j'ai quand même envie de parler un tout petit peu de Kessler, Walker Kessler de Utah. Et je me demande si les Lakers n'auraient pas intérêt à faire un peu Kessler également. Bon, vous allez me dire, ils ont signé Jackson Hayes, mais pour moi, Jackson Hayes, c'est un peu le plan B, mais c'est même le plan B du backup, donc c'est quoi? C'est le plan B du plan B, ça fait... c'est le plan D, donc, 2 x 2, ça fait 4. Non mais voilà, Jackson Hayes, c'est le minimum. Si c'est ton 3e big de la rotation et qu'il joue pas, c'est pas très grave, tu l'as un peu en assurance. En tout cas, je le vois un peu comme ça, pour le coup. Et voilà, il est dans l'effectif depuis quelques temps déjà, il est habitué, donc il n'y a pas de souci, quoi. Tu le prends, c'est un plan B, ok. Mais je me demande, est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à faire Kessler en plus dès cet été, en réalité, et pour des raisons un peu contractuelles? Le problème, c'est quoi? C'est que Utah demande beaucoup. Et c'est vrai que ça peut être surprenant, je peux l'entendre, hein, pour beaucoup de monde, parce que c'est vrai que premièrement, tout le monde ne regarde pas forcément Utah depuis 2-3 ans, donc depuis qu'il est en NBA, donc tout le monde ne se rend peut-être pas compte, ne sait pas à quel point, défensivement notamment, il est assez génial. Vraiment, c'est un mec qui est top 3 pour moi, top 5 protecteur de panier depuis son arrivée en NBA, même son année rookie. Donc c'est un peu le truc le plus important en défense, donc c'est quand même extrêmement valuable. Mais voilà, il y a un peu ce truc de, bon, ben, c'est un peu étonnant. Pourquoi est-ce que Utah demande beaucoup pour un mec où c'est vrai que le grand public ne le voit peut-être pas forcément très fort, premièrement. Deuxièmement, s'il est aussi fort, pourquoi est-ce qu'il joue... là, cette année, ça a été un peu mieux parce qu'il a progressé offensivement un tout petit peu. Mais pourquoi est-ce que le mec joue 20 minutes par match? Il n'est pas plus. Pendant 2 saisons, 23 et 24. 25, ça va un peu mieux, mais 23 et 24, il n'a pas tant joué que ça, pardon. Donc, bon, bah, c'est un peu bizarre. Et puis surtout, Utah est en reconstruction. Or, Kessler étant un jeune... pourquoi est-ce que si vous-même qui êtes en termes de tanking, de reconstruction, vous êtes là-dedans, pourquoi vous voulez vous séparer d'un jeune? C'est un peu comme si, je sais pas moi, si d'un coup Washington se mettait à mettre sur le marché Alexandre Sarr ou Koulibaly. Quel est l'intérêt, vu que toi-même t'es en reconstruction, toi-même tu repars de zéro, garde-les tes jeunes. Donc ça peut paraître aussi bizarre. Et donc ce qui paraît aussi bizarre pour beaucoup, c'est le prix.
Le prix, pourquoi est-ce que Utah demande aussi cher depuis en plus quelques temps, hein, quelques mois, voire même en un an et demi, 2 ans, pardon. Pourquoi il demande aussi cher pour Kessler? Je vais un peu essayer d'expliquer. Déjà, premièrement, je l'ai un peu dit, défensivement, on a affaire à quelqu'un d'assez génial. Ça fait quand même 3 saisons que, en termes de perte d'efficacité infligée au panier aux adversaires, relatif à la moyenne, il inflige des pertes qui sont énormes. Il est depuis 3 ans, depuis son année rookie, autour des moins 10, moins 11, moins 12%. C'est littéralement top 3, top 5 de NBA depuis 3 ans. Donc on a vraiment un mec qui, en plus, n'est pas si athlétique, j'allais dire, je sais pas, mais c'est pas un athlète classique, on va dire. Mais c'est pas de la verticalité, c'est pas du pop vertical, la détente, etc. Extraordinaire. Mais par contre, il est génial. Pourquoi? Parce que des hanches extrêmement fluides pour sa taille, des appuis relativement légers pour sa taille aussi, et puis surtout une coordination main-œil qui est génialissime. C'est-à-dire que, en fait, on a déjà parlé avec Wemby, mais Wemby a aussi des mains très très bonnes, et la coordination main-œil, c'est savoir viser. C'est mon œil voit ça, voit l'information spatio-temporelle, c'est ici qu'il faut mettre la main, et la main, j'arrive à la mettre précisément ici, donc c'est littéralement visé, et là-dessus il est génial, c'est pour ça que c'est un des meilleurs de NBA, c'est que il fait assez peu de fautes, et il arrive à contester convenablement, efficacement pas mal de tirs, grâce à ça. Ok, ça c'est une première partie du prix, c'est un mec qui défensivement est très très bon. Bon, le fait est qu'offensivement, il n'y a pas beaucoup, mais il s'est un peu amélioré, on va dire que il peut à peu près servir un peu comme du catch and finish un peu basique, donc voilà. Mais surtout, c'est vrai que je peux comprendre un peu le fait que Utah demande beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui contractuellement peut être absolument génial, et d'autant plus dans le marché actuel. C'est-à-dire que nous avons la Free Agency 2026 qui se profile. Free Agency 2026, on attend beaucoup de gros poissons. Donc, beaucoup d'équipes se préparent. D'ailleurs, Miami, on va en parler aujourd'hui, mais Miami avec Wiggins, Miami, comme d'autres équipes, se prépare à avoir du cap space, de l'espace dans le salary cap, pour signer des gros free agents l'été prochain. Or, quel est l'intérêt d'avoir un Walker Kessler? Premièrement, défensivement, en termes de sportif, et que sportif, c'est quelqu'un qui est très bon. Ok. Deuxièmement, si on rajoute également maintenant le prix, cette fois, pas que sportif, mais rapport qualité-prix, c'est encore plus extraordinaire. Vu qu'il est sous contrat rookie, vous le savez, les contrats rookies sont réglementés pour être très très peu, pour éviter des accidents, hein, comme à l'époque, avant que ça soit réglementé, je veux dire. Mais donc, il est payé une misère par rapport à quel point il peut être bon. Donc ça, c'est un peu le raisonnement de Utah, de dire, voilà, c'est quand même un atout génial, quoi, parce que c'est un mec très bon, payé une misère. Donc, les gars, vous le voulez, vous me mettez le prix, quoi, pour le coup. Troisième élément, en plus, c'est que tu le récupères aujourd'hui, tu récupères en plus ses droits. C'est-à-dire que tu pourras prolonger ce joueur-là, lui donner une prolongation l'été prochain, et tu pourras le faire en dépassant le salary cap. Et ça, c'est évidemment un atout de luxe, et notamment pour les Lakers ou des équipes comme ça. C'est-à-dire que tu fais venir un mec, tu possèdes donc ses droits. Déjà, tu possèdes les droits de s'aligner sur n'importe quelle offre qui est faite, quand tu as ses droits d'agent restrictif. Mais en plus, même s'il n'y a pas d'offre d'autres équipes, tu peux faire ton marché, et à la fin, tu proposes une prolongation à Kessler, et tu dépasses allègrement le cap pour le faire, et tu peux le faire. Alors que un mec où t'as pas les droits, par exemple, un mec qui joue à Denver et toi t'es aux Lakers, tu peux pas lui proposer un contrat si t'as pas l'espace. Avec Kessler et avec ce genre de contrat rookie, en fait, le but et l'intérêt, c'est ça. C'est que tu peux dépasser le cap en les prolongeant. Donc en fait, c'est un atout de choix. Et d'ailleurs, souvenez-vous, c'est exactement ce qu'ont voulu faire les Lakers en février avec le trade de Mark Williams. C'était un peu... Bon, sportivement, moi, j'aime pas beaucoup, j'aime pas des masses, en tout cas, et je trouve que le prix était largement surpayé, un pic non protégé 2031, alors que tu sais même pas si tu auras encore des bons joueurs en 2031, mais l'avantage principal, on l'avait développé, c'était ça. L'avantage était structurel, était contractuel, c'est-à-dire que si tu arrivais à choper Mark Williams dès maintenant, tu l'avais pour un prix qui était ridicule, mais tu pouvais aussi t'octroyer le droit, plus tard, de le prolonger en dépassant le cap. C'était tout l'intérêt de viser pas que sportivement Mark Williams, mais contractuellement Mark Williams. Là, avec Kessler, c'est pareil. Et puis, surtout, de surcroît, Kessler aurait pour les Lakers et va avoir un cap hold très petit. Et ça, c'est génial pour une équipe comme les Lakers qui veulent du cap space, beaucoup d'espace de masse salariale, beaucoup d'argent disponible l'été prochain. Alors, le cap hold, c'est quoi? C'est quand un joueur devient free agent, il devient agent libre, donc son contrat est terminé. Il y a tout de même une somme qui reste et qui est verrouillée dans le salary cap de son équipe d'avant, son équipe actuelle ou son équipe dans laquelle il était jusqu'à présent. Une somme qui est verrouillée jusqu'à ce que le joueur signe une prolongation ou bien signe ailleurs.
L'idée, c'est quoi? C'est qu'on verrouille un peu la somme pour éviter de se dire non, mais j'ai plein de. Voilà, t'as plein de caps, tu signes plein de mecs d'autres équipes et ensuite tu prolonges ton propre joueur et de tricher un peu comme ça. Donc, non. Du coup, on a mis en place un cap hold où plus ton contrat est élevé, plus ton cap hold est élevé également. Donc, par exemple, quand LeBron James devient free agent avec un salaire de 50 millions, oui, tu as les droits de le prolonger, d'accord, mais tu n'as pas disponible pile 50 millions. Tu peux signer d'autres mecs, d'autres équipes à 50 millions et ensuite faire revenir LeBron James en disant non, mais j'ai les droits, je peux le faire revenir. Donc voilà, non, ça ne marche pas comme ça. Il y a quand même une somme qui est verrouillée, un cap hold qui est verrouillé le temps que soit tu re-signes ton mec, soit il parte ailleurs pour éviter que ce genre de manigance ou de micmac, on va dire. Et donc, l'avantage, c'est quoi? C'est que, avec LeBron, tu as 50 millions de salaire, il y aura un cap hold énorme. Avec Kessler, c'est pas le cas. Kessler étant un petit salaire, le cap hold est tout petit. Et donc, en fait, tu auras un maximum d'espace l'été prochain, en 2026. Donc, en fait, je sais pas si vous voyez, mais on gagnerait sur tous les tableaux. Sportivement, pour la défense. Contractuellement aussi, parce que tu obtiens un mec de calibre, à mon avis, titulaire ou pas loin, mais en plus, la valeur contractuelle il est payé pas cher à court terme, et en plus, tu pourras le prolonger largement, et en plus, il va pas te prendre beaucoup de place sur l'été prochain où tu veux de l'argent. Donc en fait, c'est génial. Donc, je pense que c'est un peu pour ça que Utah dit vous êtes gentil, mais en fait, c'est quand même assez incroyable ce contrat. Et donc en fait, je pense que c'est précisément pour ça que Utah dit non, nous on veut beaucoup, parce qu'on sait que ça a une valeur qui est énorme, et notamment pour des contenders ou des très bonnes équipes. C'est un mec que tu peux ajouter immédiatement parce que c'est un salaire ridicule, mais qui t'offre tous ces avantages sportifs, contractuels, prolongation, rétention de valeur, etc., etc. Donc vraiment, dans le cas des Lakers, ce serait un truc parfait. De là à carrément faire l'effort de mettre les 2 futurs premiers choix de draft que réclame le Jazz, je ne sais pas. Autant en plus j'aime beaucoup la défense, autant de l'autre côté, si tu en fais ton pivot titulaire, encore une fois, pour moi c'est pas le bon pivot offensivement qui peut complémenter Doncic, qui peut même, au-delà de complémenter, qui peut optimiser Doncic. Kessler, il n'y a pas beaucoup de verticalité non plus. Donc l'aspect imaginons, tu affrontes Rudy Gobert qui va rester en drop. Gobert il est obligé de reculer quand il y a Gafford ou Lively qui part dans son dos. Mais il n'est pas obligé de reculer quand c'est Kessler qui part dans son dos. Il n'y a pas la menace de alley-oop, pas autant. Donc voilà, je ne sais pas à quel point est-ce que les Lakers se sentent dans l'urgence de faire ce move-là. Très bon move en termes de construction d'équipe, on est d'accord. Mais de l'autre côté, Utah a aussi conscience que la valeur, c'est maintenant. Parce que la valeur, une fois qu'il sera free agent, la valeur de Kessler l'été prochain, elle est quand même beaucoup moindre. Parce que l'été prochain, il sera restrictif. Donc il va signer un nouveau contrat. Utah pourra s'aligner, d'accord, mais si vous voulez, l'été prochain, il n'y aura pas l'avantage il a un petit cap hold, il a un petit salaire en 2026, tu pourras dépasser le cap en le prolongeant. Non, l'été prochain, c'est juste un mec sur le marché que si tu veux le signer à 20 millions, tu es obligé d'avoir le cap space à 20 millions, etc. etc. Donc la valeur, elle est maintenant. Et c'est peut-être aussi pour ça que Utah joue un peu avec le feu en demandant autant. Peut-être qu'ils vont y aller jusqu'à la trade deadline, et à la deadline, ils vont un peu baisser le prix, ou alors au contraire, il va y avoir des enchères et que tout le monde va se l'arracher à la deadline. Je sais pas, mais voilà, ça je voulais quand même en parler parce qu'on parle un peu des pivots des Lakers. Peut-être que, au demeurant, cela dit, moi, quitte à mettre des first picks sur la table, moi je répète que je préférerais le faire pour un mec comme Claxton, qui à mon avis est un meilleur fit avec Doncic tactiquement, que de le faire pour Kessler. Mais ça, c'est une autre histoire. On verra bien. Ah oui, et dernière chose que j'ai apprise aujourd'hui, apparemment dans le nouveau CBA, les exceptions biannuelles sont échangeables et peuvent être considérées comme de la trade exception. Je m'explique, les Lakers notamment possèdent ce qu'on appelle l'exception biannuelle, donc tous les 2 ans il y a une petite enveloppe de 5 millions de dollars et en général ça sert à signer des petits vétérans ou des free agents à 5 millions. D'accord. Sauf que apparemment, d'après Yossi Gozlan, le spécialiste du salary cap, il nous dit que désormais, cette exception peut être considérée comme une trade exception. C'est-à-dire que pour les Lakers, ça peut servir pas seulement à aller signer un Gary Payton sur le marché en free agent, voilà, pas que ça. Ça peut aussi être considéré comme une enveloppe d'échange. Et donc, par exemple, ça peut servir de trade exception. J'envoie ça à Utah, 5 millions d'enveloppe. Et de l'autre côté, tu reçois Kessler, dont le salaire est moins que 5 millions, donc ça passe. Donc ça, précision importante, parce que peut-être que le marché, non pas de free agency, mais même des transferts des Lakers, n'est peut-être pas terminé.
Tiens, où est-ce qu'on va aller de l'autre côté? Ah oui, puisqu'on parle un peu de pivot, on peut le faire. Nous avions décortiqué, enfin parlé en tout cas sur le deuxième jour de la Free Agency, on avait parlé de notre ami Jonas Valanciunas. Et donc le trade fait entre Denver et Sacramento, le trade pour emmener Valanciunas en backup pivot de Denver. Je résume en 2-3 mots ma pensée. Pas fan du joueur de base, mais pour un minutage réduit de backup, c'est bien. C'est une qualité assez très très bonne pour Denver qui n'a jamais eu ça. En SR, en playoff, à mon avis, ça ne change pas grand-chose parce qu'il ne pourra pas trop jouer contre des mecs comme Shai et OKC, contre Luka Doncic, contre les Warriors de Curry, il va se faire cibler, donc ça marche pas. Mais par contre, si tu affrontes les Rockets, un des deux nouveaux favoris à l'Ouest, c'est génial parce qu'il est excellent au rebond. Voilà, j'ai résumé. J'ai fait un effort de résumer ma pensée. Bon, tout ça est bien, sauf qu'on a appris que, apparemment, Jonas Valanciunas pourrait repartir en Europe. Et c'est quand même une info majeure là-dessus, parce que, mine de rien, les Kings avaient fait une économie de salaire exprès pour signer d'autres éléments. Donc ça aussi, on va en parler. Mais même côté Denver, on peut commencer par là. Donc, paraît-il, Valanciunas serait tenté. C'est pas fait, mais il serait tenté. Il y a une offre du Panathinaikos en Europe pour que Valanciunas devienne un peu, non pas la star, enfin je sais pas, je connais pas l'effectif, mais grosso modo, c'est une belle offre pour qu'il revienne au Pana. Premièrement, côté Denver, il y a un coût d'opportunité qui est assez immense, parce que le trade n'est pas encore officiel. Donc en fait, eux ne seraient pas totalement dans la panade. C'est juste que Saric, finalement, revient chez toi, en tout cas n'est jamais parti, et tu retrouves tous tes assets. Voilà, ça change pas grand-chose niveau assets, mais il y a un coût d'opportunité, parce que tu l'as fait il y a 2-3 jours, ce move. Or, aujourd'hui, si tu dois recommencer de zéro, le marché est différent. Il y a peut-être plus les mecs que tu voulais, que tu aurais ciblés. Peut-être que ton choix numéro 2 en backup de pivot n'est plus disponible, etc., etc. Donc, pour Denver, ça serait un peu embêtant. Si Valanciunas ne voulait pas venir, il y aurait la perte sportive, le manque à gagner, ce que tu espérais gagner en sportif, en backup pivot, tu ne l'as pas. Mais en plus, il faut trouver une autre offre sur un marché qui est différent. Donc ça, c'est côté Denver, mais c'est pas le pire, à la limite. Denver, ils peuvent un peu bricoler, ils peuvent aller chercher un buyout, ok. De l'autre côté, en revanche, rappelons aussi que les Kings font ce trade pour se libérer de l'espace. C'est-à-dire qu'ils prenaient, grosso modo, le contrat à 5 millions de Saric contre les 10 millions qu'ils envoyaient à Denver avec Valanciunas. Donc ça faisait 5 millions de bonus, et ces 5 millions de bonus n'étaient pas du tout négligeables puisqu'ils en avaient besoin pour la signature de Dennis Schroeder. Voilà. Et donc, maintenant, si en effet Valanciunas va en Europe, et donc ce trade tombe à l'eau, puisque le trade va être annulé, en tout cas il est pas encore officiel, donc si Valanciunas là, d'ici le 6 juillet, donc d'ici 2 jours, s'en va, le trade n'a pas lieu, donc Valanciunas techniquement sera encore un joueur des Kings, mais le salaire, à voir comment ça se passe aussi. Est-ce que le salaire, ça je suis pas au courant, comment est-ce que ça se passe au niveau salaire? Est-ce qu'on enlève totalement le salaire si le mec part en Europe? Je ne sais pas, mais bref, enchaînant sur les Kings qui voulaient en fait se libérer de la mid-level pour Dennis Schroeder. Voilà. Il se murmure aussi que apparemment ça travaillerait sur un deal à 3, pourquoi pas avec un sign and trade, ou plutôt un trade de Malik Monk. Donc il y aura un sign and trade de Schroeder depuis Détroit vers les Kings, et puis en retour Malik Monk. Ça ne s'était pas fait. Ça a été annoncé plutôt, que ce n'était qu'une signature de Schroeder à Sacramento parce qu'apparemment Malik Monk, on n'arrivait pas à le refourguer. Mais apparemment les trades vont être officiels le 6 juillet. On serait en train de travailler, pourquoi pas, à ce que Malik Monk pourrait être impliqué là-dedans. Donc là encore à suivre, il n'y a rien qui est définitif. News côté Kings, cela dit, apparemment Westbrook c'est mort. Lui ne voudrait pas aller à Sacramento. C'est à peu près sûr d'après les news que j'ai vues en tout cas. Par contre, lui voudrait plutôt être côté... alors, Sacramento c'est la Californie, mais plutôt côté Los Angeles. D'après ce qu'on a compris, Westbrook, au niveau de la famille, etc. Voilà, il est en fin de carrière, il a envie de choisir où est-ce qu'il veut vivre. Mais bref, donc Sacramento, a priori, pas de Westbrook. Sinon, le reste de l'actualité de ces 2 derniers jours, ce n'est toujours pas officiel, toujours pas. Mais il y aurait des rumeurs comme quoi ça pourrait être Golden State qui va accueillir notre ami Al Horford. Déjà, le seul truc dont on est sûr, c'est qu'apparemment, il va partir de Boston. Ce qu'on peut comprendre, puisque lui étant vraiment en toute fin de carrière, fin de course, il a peut-être pas le temps d'attendre que Tatum se remette de sa blessure assez grave. Donc voilà, lui, il a peut-être que 1 an dans les pattes, donc il va pas le passer dans une équipe de Boston qui va être 7e à l'Est, ou même pire, je sais pas, mais voilà, lui, il veut jouer le titre, donc ça se comprend. Donc, il y aurait les Warriors, ça se murmure depuis 2-3 jours pour le coup, même à l'époque, même il y a 2 jours quand j'ai fait le podcast sur le jour numéro 2, la Free Agency, il y avait des rumeurs là-dessus. Rien d'officiel pour l'instant,
Et je crois que je peux comprendre pourquoi. À mon avis, les Warriors font le forcing, mais lui veut peut-être laisser ses options ouvertes. Donc, il y aurait potentiellement les Lakers. Pourquoi pas? Ça se murmure aussi que les Lakers pourraient être très intéressés par lui. Donc, Lakers, pourquoi pas aussi à suivre, on vient d'en parler, mais la situation du pivot backup à Denver. Bon, bah finalement, peut-être que Horford préférerait aller à Denver aussi. Ça pourrait totalement s'entendre en termes de choix. Donc, peut-être c'est aussi pour ça qu'il n'a pas encore signé. Donc, à voir. Je pense que pour les Warriors, ce serait bien de enfin faire un move dans cette free agency. Mais je pense que c'est aussi pour ça que Horford n'a pas encore choisi. On verra ça très bientôt, je pense. Sinon, dans le reste de l'actu et des signatures de free agency, nous avons notamment Dante Exum qui rempile chez les Mavericks. Donc contrat minimum pour Exum dans le Texas à Dallas. Là où c'est notable, c'est que, bon, déjà on l'aime bien, c'est plutôt un bon joueur de rotation quand il n'est pas blessé. Malheureusement, il est souvent blessé, mais d'accord. Mais non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que nous avons... c'est le 16e homme du roster de Dallas en re-signant. Et or, vous le savez peut-être, mais les rosters sont de 15 et pas de 16. Donc, sans doute que ça va annoncer des moves côté Dallas. On ne sait pas encore lesquels. Ça pourrait être juste un salary dump d'un mec peu payé, de type Maxence Prospect. Olivier Maxence Prospect qui pourrait être dumpé ailleurs avec un deuxième tour de draft ou un truc comme ça. Mais voilà, Dallas assure la situation. Ou alors, je ne sais pas. Ou alors c'est qu'il y a un trade de LeBron James qui arrive et que et qu'on sait qu'on va dégager 3-4 mecs dans cet échange pour obtenir LeBron James. Donc peut-être que le spot va être libéré comme ça pour Exum. Non mais alors j'en rigole un peu, mais pour parler de manière sérieuse, apparemment Dallas pourrait être intéressé, mais LeBron ce serait plutôt pour un buyout. Bon, j'ai fait un podcast entier là-dessus. Je ne veux pas trop prendre de temps aujourd'hui pour refaire un peu tout ceci. Moi, j'ai un peu l'intime conviction, même totalement, qu'il y a un vrai truc. C'est pas juste de la pression à mettre sur le front office. On sait que LeBron, en gros, en carrière, il a toujours été le boss de ses équipes. Il a toujours eu le pouvoir et quand il ne l'avait plus, il partait. Les Cavs, il est parti parce que ça le saoulait. Miami, il a voulu imposer son pouvoir. Pat Riley, il a dit non. Et donc il est parti. Les Cavs, il a drainé l'effectif jusqu'au bout. Il a imposé sa patte. C'est pour ça que Irving est parti. D'ailleurs, Kyrie est parti. Pourquoi? Parce que il savait que LeBron allait l'abandonner tout seul. Donc il a demandé en avant à partir. Enfin bref, LeBron, il aime bien être le chef. Et c'est pas forcément, je le dis pas avec un jugement, c'est juste que c'est une superstar qui a du pouvoir, du leverage, il l'utilise, tant mieux pour lui. Mais donc là, c'est pour ça que pour moi, il y a un vrai truc avec LeBron aux Lakers, et je serais assez surpris s'il fait l'année entière, pour le coup, chez les Lakers. Et donc, on l'avait expliqué, c'est pour ça qu'à mon avis, il a pris son option. C'est parce que lui, il veut aller dans une bonne équipe. Or, une équipe, s'il prenait pas son option, il aurait pu être free agent, mais bon, il aurait été free agent, soit un gros salaire dans une équipe nulle, type Brooklyn, qui a du cap space, soit sinon, au minimum, dans une équipe compétitive. Or, comme tout individu avec la loi du marché, il veut pas être payé au minimum. Il veut être payé quand même beaucoup à sa juste valeur. En plus, il est très bon. Donc voilà, un peu le mirage. Oui, mais il a qu'à signer au minimum à Cleveland. Non, ça marche pas comme ça, quoi. Chacun veut quand même un peu le salaire qu'il mérite. Donc c'est pour ça qu'il a pris son option. Je pense c'était pour être échangé dans une bonne équipe. Parce qu'une bonne équipe ne pouvait pas le signer en free agency, mais par contre, une bonne équipe peut monter un échange via 2-3 salaires. Hop, on t'échange et on récupère LeBron. Ou bien, c'est vrai que j'avais pas évoqué cette option dans le podcast il y a 3-4 jours. C'est vrai qu'il y a peut-être l'option je prends l'option pour négocier un buyout. Et là, à ce moment-là, je deviens free agent et je peux signer pour le minimum ou pas loin dans une bonne équipe, mais avec mon enveloppe que j'ai négociée de buyout avec les Lakers. J'en ai pas parlé il y a 3-4 jours, donc peut-être je dis 2-3 mots aujourd'hui là-dessus. C'est effectivement une possibilité. J'ai surtout parlé du trade, de l'option de passer par un trade, mais si le problème c'est le niveau timing, c'est-à-dire que là, il s'est mis sur le marché à un moment où tout le monde était en mode voici nos cibles de la free agency, on va exécuter ça, et personne n'était prêt. En plus, désormais que la free agency est passée, encore moins d'équipes, enfin les équipes ont encore moins de salary cap. Donc parfois, dans un trade, tu peux encaisser plus de salaire que tu en envoies, mais quand tu as du cap, quand tu as un peu d'espace. Là, une fois que tu as fait tes signatures, tu peux pas, enfin c'est plus facile d'encaisser plus de salaire que tu en renvoies. Donc ça, c'est une autre difficulté. Mais peut-être, ce serait un peu un coup de tonnerre, mais ça me paraît beaucoup moins improbable que certains ne semblent le penser. Je pense qu'il y a cette option qui se garde sous le coude de j'ai pris mon option à 50 millions,
Donc maintenant, on négocie un buyout. Comme ça, je peux aller signer ailleurs, mais j'ai quand même un peu d'argent. Et donc, c'est quand même une situation très différente de dire, bon, je vais signer au minimum à Dallas, ou je vais signer pour 3 millions l'année à Dallas ou à Cleveland, mais j'ai quand même négocié 35 millions de buyout avec les Lakers. Donc, c'est quand même très différent. C'est pas juste un minimum, c'est un minimum plus 35, quoi. Donc voilà, je ne sais pas. Je voulais quand même en dire 2 mots, puisque Dallas, ça commence à sortir. Ça commence un peu à s'agiter, hein, pour le coup, sur le dossier LeBron. Donc, à suivre tout de même. D'ailleurs, puisqu'on parle de buyout et de superstar, Lillard, la course au Lillard s'accélère, sachant que les équipes, a priori, des bonnes équipes, hein, des Miami, des Boston, des Golden State, elles sont un peu sur le coup. Mais sauf que, a priori, hein, tout le monde voudrait le signer pour plus qu'un an. Parce que l'idée, c'est qu'il ne va pas jouer du tout en 2026 avec sa blessure au tendon d'Achille. Mais ça que personne ne veut le payer pour seulement un an. Et grosso modo, tu le payes à rien faire. À pas jouer et puis ensuite il s'en va. Non. Donc les équipes voudraient a priori un contrat un peu plus long. Mais de l'autre côté, c'est l'inverse. Lillard, lui, il a plutôt intérêt. Il veut sa liberté. Il voudrait aussi revenir sur la côte ouest, sachant aussi je crois qu'il a divorcé ou il a des enfants encore sur la côte ouest. Donc il aurait aussi tout intérêt, lui, à garder un peu sa liberté. Non, je profite de ça. Hein, c'est une aubaine de la vie qui n'était pas censée être là. Je vais me soigner tranquille chez moi, soit en Oregon où j'ai ma maison, soit je sais pas exactement. Mais lui n'aurait pas intérêt à s'engager de suite, sauf si c'est la bonne opportunité. Donc, les équipes, Miami, Golden State, Boston, des équipes comme ça viseraient à peu près un Lillard sur au moins 2 ans. Comme ça, tu es sûr qu'un jour, il jouera pour toi dans ta franchise en 2027. Et puisqu'on parle de ça, c'est vrai que Lillard a peut-être montré un exemple pour les Suns, puisqu'on discute aussi d'un buyout actuellement de Bradley Beal. Et c'est vrai que Bradley Beal, au final, les Suns, qui galèrent un peu depuis qu'ils ont fait cet échange et que c'est devenu un peu un échec. Bon, encore une fois, moi j'aime bien le joueur sur ce qu'il est, mais c'est vrai que le rapport qualité-prix est absolument... n'est pas bon, surtout encore moins dans cette équipe et encore moins avec sa no trade clause qui gâche un peu tout. Donc c'est vrai que c'est quand même un boulet que se traînent les Suns et au final ils sont en train de se dire bon en fait si les Bucks ont été capables de couper Lillard, pourquoi est-ce qu'on ferait pas juste pareil, quoi? Est-ce qu'on n'aurait pas nous aussi intérêt à juste s'en séparer? On stretch le contrat, donc on étale les paiements du contrat sur 4-5 ans, même 5 ans, 5-6 ans même je crois. Donc voilà, ok, on te paye ta somme, on négocie un buyout. Donc il faut quand même que toi tu rendes au moins une partie de l'argent, je crois que c'est minimum 10 millions, 10-12 millions pour que les Suns puissent stretch le contrat. Et c'est un peu la difficulté. C'est que si ça se trouve, Bradley Beal va dire non, moi je veux mes 50, quoi. Il lui reste 50 millions sur 2 ans encore. 50 sur 2 ans. Mais il faut qu'il soit prêt à abandonner au moins 10 millions sur les 100 ou 113 pour que les Suns puissent le stretch et répartir son salaire sur 5 ans. Et que, donc, Miami serait intéressé par Lillard et Bradley Beal. Et c'est vrai que, pour le coup, Miami, ça pourrait être pas mal de faire une espèce de free agency 2026, mais en avance, en fait. Hein. C'est un peu comme si tu arrivais à obtenir des mecs en free agency plutôt cotés, mais pour pas cher et surtout en avance. Tu n'aurais pas autant de pression pour la free agency 2026, où si tu loupes Luka Doncic, t'es un peu... il reste des mecs, hein, mais par exemple, Jaren Jackson n'est plus sur le marché, alors qu'il aurait pu être free agent en 2026. Trae Young, on ne sait pas, voilà, des cas comme ça. C'est vrai qu'il y a aussi la possibilité que Durant, par exemple, qui était censé être free agent en 2026, pareil, peut-être qu'il va re-signer en interne durant l'année à Houston. Peut-être que LeBron aussi, on ne sait pas ce qui va se passer de son côté, mais voilà, c'est pas sûr qu'il soit non plus en free agency l'an prochain. Donc, Miami, ce serait peut-être un peu ça l'idée, de dire, sinon ces mecs-là au minimum. Et c'est vrai que c'est d'autant plus important. Passons à un autre sujet. Donc, le cas de Bradley Beal à suivre, ça pourrait s'accélérer sur le buyout, et donc potentiellement Miami. Miami a deux options. Soit on arrive à faire ça, Lillard, Bradley Beal, et donc peut-être qu'on va rester comme ça et on va essayer d'être compétitif, puisque voilà, moi je sais que les gens tapent sur Bradley Beal et je peux comprendre, mais encore une fois, ça reste un bon joueur. C'est pas un joueur qui mérite 50 millions l'année, mais on va pas faire croire que c'est le pire joueur de NBA, au contraire. Donc dans cette possibilité-là, si ça se concrétise, peut-être qu'on va garder l'équipe la plus compétitive possible, mais si c'est pas le cas, on a aussi appris que Miami a mis sur le marché notre ami Andrew Wiggins, pour une raison qui est très simple, hein. Encore une fois, c'est toujours le même thème, c'est-à-dire que Miami Free Agency 2026, on vise The Decision 2.0, hein, puisque Luka Doncic et LeBron James 2.0, ça c'est épisode 1 du Basket Lab, on l'avait expliqué. Non mais voilà, il y a cet objectif pour la franchise de viser la Free Agency 26, et donc pour ce faire, il faut qu'on ait des contrats finissants. Or, Wiggins est sous contrat pendant 2 ans, donc il faut quand même qu'on l'échange celui-ci contre de préférence des contrats finissants. Il y a une cible qui sort du lot. Ce sont les Lakers qui, eux, ont besoin de construire le plus possible, le mieux possible autour de Luka Doncic. Donc c'est vrai qu'un Wiggins, ce serait génial. À côté de Doncic,
Et le truc, c'est qu'ils auraient aussi les atouts, puisque à la place de Wiggins, on peut envoyer en retour les 18 ou 20 millions, je crois, de Hachimura, qui est un contrat finissant. Donc ça peut intéresser Miami. Le problème, c'est que Miami demanderait aussi Dalton Knecht, donc le jeune qui était rookie l'an passé, donc contrat rookie un peu ridicule, mais valeur sportive intéressante, un shooter de grande taille, shooter potentiellement d'élite, ok, plus un tour de draft. Je dois dire que j'ai vu beaucoup de monde dire que c'est très cher, voire même trop cher. Je me pose la question. Ça me paraît pas si démesuré que ça comme prix. Après, avoir quel est le pic en question. Si tu échanges par exemple le pic 2031 ou 32 non protégé, oui, c'est beaucoup trop cher. Si tu lâches le pic 2026, donc celui de cette année en fin de saison, et que donc au final Andrew Wiggins te coûte le contrat finissant de Hachimura plus genre le 20e pic de cette année, bon, ça me paraît pas si scandaleux que ça comme offre. Je pense que les Lakers, ils veulent qu'on leur offre tout, mais non, c'est pas possible, faut quand même payer un peu, quoi. Donc non, je trouve pas l'offre démesurée, je dois dire, de la part des Lakers, enfin de la demande, pardon, plutôt de la part de Miami, mais on ne sait pas si les Lakers vont le faire, parce que les Lakers ont aussi plusieurs dossiers sur le feu, le dossier pivot, est-ce qu'on ne doit pas garder aussi des pics pour ça? Peut-être qu'ils ont aussi à la fois Utah et Miami au bout du fil. Peut-être qu'à la fin de l'été, on n'aura pas LeBron James, il aura été échangé contre Gafford, ou peut-être il sera parti en buyout, je ne sais pas, et que de l'autre côté, on aura réussi à trade pour Kessler et pour Wiggins. Ça ferait une équipe sympathique. Pas une équipe d'élite, mais ça ferait une équipe meilleure que celle qui est actuellement. Donc voilà pour à peu près Bradley Beal, pour Miami, pour la free agency, ça c'est bon, on a traité ces dossiers-là. Sinon, du reste, nous avons Dinwiddie qui s'en va du côté des Hornets, en tout cas pour 6 mois, et dans 6 mois il va revenir à Dallas, je pense, mais non, Dinwiddie qui va aux Hornets, puisqu'évidemment les Hornets n'avaient pas encore assez de porteurs de balles, et passe derrière, entre Treman qui est revenu, Dinwiddie, ils ont drafté Con Kneppel, ils ont aussi, ils ont la Melo Ball, Sexton, ils ont récupéré Sexton aussi, souvenez-vous, de la part de Utah, donc bref, que voulez-vous, c'est comme ça. Dinwiddie qui part aux Hornets, pas grand-chose à dire pour le coup. Vlatko Cancar, l'ancien de Denver, souvenez-vous, qui s'était blessé gravement, et donc ça a un peu tué sa carrière NBA malheureusement. Il était à Denver l'an passé, il part pour Milan. Il s'en va pour l'Europe, c'est un peu dommage. Je l'aimais beaucoup. Sinon également, Drew Eubanks qui avait été coupé par les Clippers pour faire des économies, il pourrait rebondir à Sacramento, ou il va rebondir à Sacramento, d'après les infos, sachant aussi que les Rockets, un autre pivot backup du backup, c'était Jock Landale. Vous savez, on en avait parlé, il pouvait faire des économies en coupant Jock Landale, ça y est, c'est fait. Jock Landale qui était à 7 ou 8 millions, il est coupé, il va pouvoir être free agent et aller quelque part. Je pense que Boston pourrait être intéressé, à mon avis, pour ajouter un peu de profondeur à leur effectif. Donc voilà pour Jock Landale qui est libéré. Sinon, à part ça, puisqu'on parlait un peu des Kings, apparemment, Sacramento pourrait être chaud sur le dossier Jonathan Kuminga. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas du tout le cap space pour le signer genre à 15 ou 20 millions l'année. Ils n'ont pas cet espace pour la free agency, mais il peut se passer ce qu'on appelle un sign and trade. Donc, grosso modo, c'est une signature de free agency, mais qui fonctionne comme un échange. Donc, les Warriors le signeraient, prolongeraient leurs propres joueurs pour l'échanger directement après côté Sacramento, et les Kings enverraient des salaires en retour. En l'occurrence, là où j'y crois pas trop en l'état, c'est que les Kings n'ont pas l'air chauds pour... Enfin, Malik Monk pourrait être impliqué dans un autre sign and trade du côté de Détroit avec Dennis Schroeder, pardon. Et donc apparemment Malik Monk ne serait pas dans ce package-là. Les Kings sont pas intéressés pour mettre Malik Monk sur la table dans ce deal-là. Et en retour, ce serait des trucs genre le contrat de Saric. Mais quid de Saric, peut-être que le trade va être annulé avec Denver, ou bien Devin Carter. Et Devin Carter, c'est le rookie de l'an passé. Bon, le seul truc, c'est que c'est un rookie de 23 ans qui a été drafté loterie. Un peu comme cette année où ils ont encore une fois drafté un mec très très vieux. Juste pour dire, Devin Carter est plus vieux que Kuminga. Donc Kuminga arrive au terme de 4 ans de NBA, il a 22 ans. Devin Carter en a déjà 23. Bref, non mais là on arrive à un point où les offres sont pas intéressantes du tout, je pense. Alors le marché est ce qu'il est, il est très fermé cet été, il sera beaucoup plus ouvert, je pense, l'an prochain. Le fait est aussi que Kuminga sort d'une saison qui est pas du tout au niveau, donc forcément il y a moins d'offres que ça n'aurait pu être le cas par exemple l'été dernier. Mais là on arrive à un point où les offres sont tellement peu intéressantes que en fait t'as juste intérêt à le garder. T'as beaucoup plus de valeur à le garder, à essayer de le relancer pour ensuite pourquoi pas l'échanger, plutôt que juste l'échanger contre 2-3 bouts de bois quoi là actuellement. Donc voilà, je serais un peu surpris qu'on ait un dénouement à ce point décevant pour les Warriors, pour Kuminga, à moins que la fracture un peu vestiaire soit réellement catastrophique. Donc voilà.
Et on finit avec deux news qui n'ont pas grand-chose à voir avec la free agency, mais on peut quand même en parler, c'était dans l'actu aujourd'hui. On a Mike Brown qui devient le nouveau coach des New York Knicks, donc un excellent coach à mon avis. Mike Brown qui a un passé assez énorme, hein. Et comme j'ai tweeté, c'est vrai que il y a quand même des tonnes de très bons coachs NBA qui n'ont jamais une deuxième chance. C'est un peu comme ça. Le milieu est très impitoyable. C'est très très dur d'avoir un poste de coach en NBA, et il y a des excellents coachs qui en fait ont une chance. La chance est pas top parce que mauvais contexte, mauvais timing, etc. Ça marche pas. Et derrière, t'as jamais ta chance. Mike Brown, je pense que c'est cool parce que c'est un de ces mecs qui arrive à avoir plusieurs opportunités. Donc ça, c'est cool. Il a été, à l'époque, coach de l'année avec LeBron James à Cleveland, premier passage. Ensuite, il a fait un tour aux Lakers de Kobe. Ça, tout le monde a un peu oublié. Mais Mike Brown, c'est le mec qui se fait virer 5 matchs au début de la saison 2012-2013. À l'époque, on se dit, ouais, il y a Phil Jackson qui va revenir, etc. Finalement, ça a été Mike D'Antoni. Donc, il a eu une chance aux Lakers après. Il a été assistant coordinateur défensif des Warriors pendant pas mal de saisons. Sacramento, vous le savez aussi. Mais pareil, Sacramento, il a fait une bonne année. Et après, c'est pas que de sa faute, quoi. La gestion d'effectifs a pas été bonne. Il a fini par se faire virer, alors que le mec était encore une fois coach de l'année côté Kings. Donc là, il arrive à New York. C'est pas non plus une situation facile, hein, pour le coup. Mais c'est quand même assez cool, et d'autant plus que James Borrego, l'ancien assistant des Pelicans et ancien head coach de Charlotte, un mec qui offensivement, tactiquement, je l'adore, vous savez, qui était aussi un autre candidat. Et il se murmure qu'on pourrait avoir un ticket avec les deux. J'avoue que je serais très très emballé par ça, pour le coup. C'est-à-dire Mike Brown, qui est très coach défensif, très très solide de ce côté-là du terrain, bon, qui a aussi instauré la Princeton Offense avec les Kings, le jeu à deux avec Sabonis, Fox, hein. Donc voilà, il faut pas caricaturer non plus, hein. Il n'y a pas des coachs que défensifs ou que offensifs. Mais donc, a priori, l'expertise de Mike Brown qui pourrait potentiellement être complétée par un assistant offensif, on peut dire coordinateur offensif, comme ils disent en NFL, de James Borrego, qui, il aurait aussi peut-être intérêt à aller aux Knicks, parce qu'aux Pelicans, c'est vrai que c'est un peu mort quand maintenant, les Pelicans. Donc voilà, à suivre, mais ce ticket pourrait m'intéresser. Et dans tous les cas, Mike Brown est un bon coach. Donc c'est quand même très cool de le retrouver ici. Donc ça, c'était la première actu. Et l'autre actu, dernière actu du jour, c'est quoi? C'est que les joueurs NBA ont perdu 480 millions de dollars. Alors non, ce n'est pas sur les paris sportifs. Ils n'ont pas tous parié et perdu en paris sportifs. Non, c'est le bilan financier qui a enfin été fait. Vous savez, quand on travaille un peu en projection financière sur la saison NBA. Et donc là, le bilan comptable a été fait pour la saison 2025 qui vient de s'écouler. Et en l'occurrence, le BRI, le Basketball Revenue Income pour la saison 2025 a été moins grand que attendu. C'est-à-dire que les revenus générés par la NBA ont été moins grands. Or, comment est-ce que le système fonctionne, hein? Vous pouvez aller réécouter le podcast qu'on avait fait avec Antoine Tartrou, le spécialiste de tout ce qui est salary cap, etc. On a fait un podcast directement après le nouveau CBA, donc on avait tout expliqué, mais je réexplique rapidement. Grosso modo, le CBA, c'est l'accord syndicat des joueurs et propriétaires, et notamment il y a un fonds, il y a un escrow, ESCROW, un escrow. Donc c'est une somme qu'on met là-dedans, une somme qui est placée en attente, pour résumer très caricaturalement, et c'est une somme qui justement est mise en attente par rapport aux résultats réels. C'est-à-dire qu'il y a un peu le plan, hein, on projette qu'on va générer ceci, donc on donne tel salaire, etc. Mais en fait, il y a quand même cette réserve un peu où on met plein de fonds dans cet escrow en attendant les résultats réels, et en l'occurrence, comme il y a un manque à gagner, le manque à gagner, c'est là-dedans que les propriétaires vont venir piocher. Ça, c'est l'accord qui a été fait entre propriétaires et syndicats. Et donc, grosso modo, vu que les revenus ont été moins grands, les propriétaires vont aller piocher dans cet argent, dans cet escrow, pour compléter, hein, pour compenser. Et donc, forcément, c'est un argent que les joueurs n'auront pas. Et donc, au global, c'est quasiment 500 millions à l'échelle de toute la NBA, 500 millions de salaires en moins. Et si on prend un peu des cas individuels, c'est vrai que par exemple, Stephen Curry, qui avait un salaire projeté pour l'an prochain à 60 millions, finalement, il va être que de 55. Voilà. Joel Embiid, qui était projeté à plus de 55 millions, il va être à 51. Jokic, pareil. Bradley Beal, qui était censé être à 54 ou 55 l'an prochain, pareil, il va être à peine à 50 millions. Etc., etc. Donc tout le monde perd un peu en salaire pour le coup, parce qu'il y a ce deal qui est en place. Bon, ça n'impacte pas le sportif, mais c'est quand même une actu majeure du jour, c'est que les résultats financiers ont été moins bons qu'attendus, donc les propriétaires vont piocher dans cet argent qui était mis en attente dans l'escrow, hop, on va piocher là-dedans. Les salaires sont un peu moins grands qu'attendus, et je ne sais pas si vous avez vu aussi, mais c'est aussi pour ça que le salary cap va moins augmenter que prévu. Le salary cap était attendu pour augmenter de 10% d'année en année, donc notamment entre 25 et 26. En l'occurrence, le salary cap ne va augmenter que de 8%.
Donc voilà, pour résumer, si vous voulez, les joueurs NBA ont perdu 500 millions au global et en fait, ils auront que 90% de leur salaire plutôt que 100%. Donc voilà, moi, je vous donne un conseil, hein, vous en faites ce que vous voulez. Ne soyez pas joueur NBA, soyez plutôt propriétaire, c'est plutôt... L'accord est plutôt favorable en leur faveur. Bref, non, blague à part. Voici pour l'actualité des jours numéro 3 et numéro 4 de la Free Agency 2025. On se retrouve peut-être bientôt pour en discuter de la suite et surtout, on espère désormais des trades et non. Attendez, encore une fois, j'ai oublié. Avant de se quitter, petit point sur qui est encore disponible. Bon, c'est toujours un peu les mêmes noms. Hein. Brogdon est toujours par là. Chris Boucher, d'ailleurs, en tant que pivot backup, est toujours par là. Unrestricted free agent. Donc pourquoi pas à côté Lakers, on ne sait pas. Mo Wagner, d'ailleurs, toujours disponible. Chris Paul, encore dispo et lui, il dit qu'il veut une place de titulaire Chris Paul. Donc ça peut aussi déterminer où est-ce qu'il va atterrir, notre ami Chris Paul. D'ailleurs, Chris Duarte, pas Chris Paul, mais Chris Duarte s'est envolé pour l'Europe, donc plus c'est fini la NBA. Toujours Amir Coffey, toujours bon. Malik Beasley, je pense qu'il sera toujours pas signé avant un bon bout de temps. Precious Achiuwa éventuellement. Westbrook, on ne sait pas où est-ce qu'il va atterrir parmi les gros noms restants sur le marché. Et puis Gary Payton aussi, qui est toujours par là. Trey Lyles. Voici pour à peu près les free agents restants pour cette année, sans parler de tout ce qui est Quentin Grimes, Josh Giddey, Cam Thomas et Jonathan Kuminga, les habituels agents libres restrictifs. Donc voici pour ce récap de la Free Agency 2025. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà pour ce récap un peu léger, hein, je dois dire, mais en même temps la Free Agency c'est quand même beaucoup ralenti cette année. On n'est pas sur une grosse année, on a beaucoup de contrats qui ont été signés avant la Free Agency, des prolongations en interne. Là c'est vrai que c'est pas très fun, ce manque un peu de mouvement. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais il y a des buyouts aussi, éventuellement sur des John Collins ou des mecs comme ça. Bon, c'est un autre marché, une autre vision de la Free Agency. On verra ça. J'espère que 2026 viendra nous sauver. Je pense que pour la NBA, ce serait cool d'avoir une espèce de The Decision 2.0 très médiatique, très pour gagner un peu les réseaux sociaux avec Luka Doncic, avec Trae Young, avec des mecs comme ça. On verra ça. Mais bref, voilà pour ce récap. Ce récap très simple aujourd'hui, et donc on se retrouve bientôt. Je ne sais pas pourquoi, mais on se retrouve bientôt pour parler de NBA. Évidemment, je ne peux pas vous en dire plus à l'heure actuelle. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci pour votre soutien, comme d'habitude, merci à tous, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.